Audreco Formation, bonjour. Physiologie, fonction de la fourrure, quatrième partie. Gros plan sur la kératine. Ce cours mettra fin, d'une part, à notre cours sur la physiologie de la fourrure, mais aussi à notre étude de la peau et du pelage. Pourquoi étudier dans le détail la kératine? Eh bien, c'est que celle-ci est le constituant principal du poil. Elle en représente d'ailleurs 50% des protéines. Voilà qui justifie, je pense, que nous passions quelques instants à l'observer et à comprendre comment les différents soins que nous pouvons apporter aux chiens peuvent utiliser ou nuire au fonctionnement de la kératine. Qu'est-ce que la kératine? C'est une protéine essentiellement constituée, je vous le donne pour la petite histoire, de glycine et de leucine, mais aussi d'acides aminés, porteurs d'atomes de soufre, le plus important étant la cystéine. Bon, peu importe que vous reteniez ou non ces noms compliqués, ce qu'il faut que vous reteniez par contre, c'est que la kératine est un isolant. Voilà pour vous expliquer pourquoi l'électricité statique s'accumule facilement sur une fourrure. C'est ce qu'on appelle l'effet triboélectrique qui augmente en intensité quand la cuticule est abîmée. Quand la cuticule est en bon état et que le film reposant sur la cuticule est en bon état, il est plus difficile pour l'électricité statique de se déposer. Mais lorsque la cuticule ne présente plus une surface continue, il est beaucoup plus facile pour l'électricité statique de s'y stocker. Donc la kératine, qui de toute façon est un isolant et qui ne conduit pas l'électricité, peut stocker cette électricité, d'où électricité statique, phénomène qui s'aggrave encore quand la cuticule est en mauvais état. Retenez ce nom, l'effet triboélectrique. Il est toujours difficile de coiffer ou de travailler un pelage par temps sec, et tout particulièrement si ce pelage a été séché avec de l'air chaud. En revanche, vous avez toujours la possibilité d'humidifier à l'aide d'un pulvérisateur ce pelage, ce qui pourra faire disparaître en partie le phénomène. Lorsque vous présentez par exemple un chien à une exposition, il faut toujours vous équiper d'un vaporisateur permettant de vaporiser sur la fourrure un film très léger d'eau. Pourquoi? Parce que le simple contact du pelage avec, par exemple, le tapis de l'exposition peut suffire à déposer sur le poil de l'électricité statique qui rendra le mouvement du poil très vilain pendant les déplacements de l'animal. Dans ces conditions, une légère vaporisation avec l'humidificateur permet d'annihiler ce phénomène, surtout si derrière cela, on caresse légèrement le poil avec une brosse à poil de sanglier, capable elle aussi de régler le problème de l'électricité statique. Donc retenez cette aide que peut apporter un vaporisateur pour combattre l'électricité statique. Retenez aussi que la kératine est imputrescible, c'est-à-dire qu'elle ne pourrira pas et qu'elle est très difficile à détruire. Le fait qu'elle est imputrescible est très important. En particulier, il faut avoir à l'esprit que les locaux où l'on toilette habituellement les animaux vont peu à peu se charger de dépôts de poils microscopiques, invisibles, mais qui sont en fait de la kératine, et que cette kératine, ne pourrissant pas, elle va rester, mais elle a une odeur forte, et donc les locaux garderont une odeur forte, particulièrement caractéristique, et très difficile ensuite à faire disparaître. Voici à quoi ressemble la kératine. En réalité, elle peut se présenter sous deux formes, la forme alpha et la forme bêta. Oublions tout de suite la forme bêta, c'est celle qui concerne les oiseaux. En réalité, une plume ou un poil sont tous les deux constitués de kératine, mais ce n'est pas exactement la même kératine. Dans le cas des oiseaux, c'est donc la kératine bêta.
Dans le cas des mammifères, du poil des mammifères, le cortex est constitué de kératine alpha, c'est-à-dire une kératine qui est formée en hélice, comme vous le voyez sur le schéma ci-contre. Les protéines de kératine sont donc en réalité de longues hélices correspondant à ce schéma. En réalité, il n'y a jamais une hélice, mais plusieurs. Chaque hélice constitue ce qu'on appelle un caténaire. Et chacune des hélices, et chaque hélice est reliée à l'autre par des ponts. Nous allons comprendre cela. Ces hélices sont susceptibles d'accepter jusqu'à un certain degré de déformation. Vous le savez, puisque vous savez que le cheveu est relativement élastique. Cette élasticité du cheveu s'explique par l'élasticité de la kératine qui accepte un certain degré de déformation. Cependant, ces déformations sont limitées. Elles sont limitées par quoi? Par des liaisons qui viennent limiter l'élasticité de la kératine, donnant ainsi la forme et la rigidité au poil. Deux sortes de liaisons. Les premières liaisons sont des liaisons intracaténaires, c'est-à-dire des liaisons qui empêchent le caténaire l'hélice de trop se distendre, et les deuxièmes liaisons sont des liaisons intercaténaires qui empêchent les hélices de s'éloigner trop les unes des autres. Pour l'instant, étudions les premières liaisons. Les liaisons intracaténaires, donc, ont pour objet de limiter les déformations individuelles des hélices, c'est-à-dire que le ressort constitué par l'hélice ne peut pas s'allonger au-delà d'une certaine limite. Si vous voulez, ces liaisons imposent une limite à la longueur du pas de chaque hélice, où le ressort de l'hélice ne peut pas s'allonger plus que dans le cadre d'une certaine limite, les liaisons entre les différents pas des hélices les retenant, les empêchant de le faire. C'est ce qu'on appelle les liaisons intracaténaires, les liaisons qui concernent un caténaire à la fois. La principale de ces liaisons est ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Cette liaison hydrogène polaire que j'ai figurée sur le schéma, entourée en rouge, est très puissante. Elle empêche les caténaires de s'allonger, et elle est très sensible à l'eau, c'est-à-dire que lorsque le poil est mouillé, elle disparaît purement et simplement. La liaison hydrogène, très sensible à l'eau, cela vous explique pourquoi un poil ou un cheveu placé dans un liquide y perd toute consistance. Une autre liaison qui n'est pas figurée sur le schéma est une liaison peptidique covalente, très solide. Je ne l'ai pas figurée car nous ne connaissons pas pour le moment de moyens d'influer sur cette liaison. Maintenant, vous avez les autres liaisons, les liaisons dites intercaténaires, qui limitent les déplacements des hélices les unes par rapport aux autres. Elles sont de trois types. Vous avez des liaisons dites disulfures, des liaisons ioniques et des liaisons hydrophobes. Les liaisons disulfures se montrent sensibles aux réducteurs. Elles correspondent sur le schéma à ce qui est écrit pont cystine. Les liaisons ioniques, affaiblies par l'eau, sont sensibles aux solutions acides et basiques. Elles correspondent sur le schéma à ce qui est inscrit sous le nom pont salin. Les liaisons hydrophobes sont pour leur part renforcées par l'eau et se montrent sensibles aux tensioactifs anioniques. Elles sont sur le schéma représentées sous le nom force de Van der Waals. Donc vous voyez sur ce schéma représenter les liaisons intracaténaires qui empêchent donc les caténaires de s'allonger plus que dans le cadre de certaines limites. On les appelle les liaisons hydrogènes. Et vous voyez ensuite les liaisons intercaténaires qui empêchent les caténaires de s'éloigner les uns des autres.
3 types de liaisons, disulfure correspondant au pont cystine, ionique correspondant au pont salin, hydrophobe correspondant aux forces de Van der Waals. La cosmétologie, c'est le fait d'utiliser les propriétés physico-chimiques de ces forces de cohésion, des liaisons intra- ou intercaténaires, pour influer sur les formes et, le cas échéant, sur les couleurs données au poil. La cosmétologie, c'est le fait d'utiliser les propriétés de ces liaisons pour les transformer d'une façon ou d'une autre, ce qui permettra de changer les formes et, le cas échéant, les couleurs que l'on donne au poil. Par exemple, la liaison intracaténaire hydrogène, qui disparaît dans l'eau additionnée par exemple de shampoing, se reconstitue en même temps que cette eau se retire par évaporation. Qu'est-ce que cela signifie? Elle se reconstitue au moment où l'eau s'évapore et elle garde la forme qu'elle a au moment où l'eau s'évapore, ce qui signifie qu'elle donnera au poil exactement la forme, le mouvement qu'il a au moment où cette évaporation se produit. C'est précisément ce qu'on nomme le brushing. Vous comprenez pourquoi il est inutile de tendre un poil tant qu'il est mouillé, c'est-à-dire d'essayer de faire un brushing sur un poil qui est encore mouillé, puisque la liaison hydrogène ne peut pas se reconstituer à ce moment. Et vous comprenez aussi pourquoi il est inutile d'essayer de redonner une forme à un poil qui est sec, parce que la liaison hydrogène est reconstituée une fois pour toutes. Elle se reconstitue précisément au moment où l'eau s'évapore du poil, ni avant ni après. C'est tellement important que je veux le répéter. La liaison intracaténaire hydrogène disparaît dans l'eau additionnée, par exemple avec du shampoing. Elle se reconstitue en même temps que cette eau disparaît par évaporation, ni avant ni après, au moment où l'eau s'évapore sur le poil. C'est-à-dire qu'elle se reconstitue dans la position où est le poil à ce moment-là, précis, donc elle garde pour le poil la forme et le mouvement qu'il a au moment où cette évaporation se produit. C'est précisément cela qu'on appelle le brushing. Si après l'évaporation, vous donnez une autre forme au poil, par exemple en le peignant, vous savez que le poil conserve une certaine élasticité naturelle. Pendant un temps limité, il conservera la forme que vous lui donnez dans cette nouvelle position, mais seulement quelques instants, par exemple 1 ou 2 minutes. Immédiatement après, les liaisons hydrogènes que vous avez créées au moment de l'évaporation reprendront leur rôle et redonneront au poil la forme prise à ce moment. Une expérience très intéressante pour comprendre cela est de mettre un chien dans une cage de séchage. S'il est dans une cage de séchage, le poil n'est pas tendu au moment de l'évaporation, il est au contraire replié sur lui-même, resserré sur lui-même. Les liaisons hydrogènes se constituent à ce moment-là, au moment où le poil s'évapore, et le chien n'est pas défrisé. Si vous sortez le chien de la cage et que vous le défrisez à la main ensuite, pendant 2 ou 3 minutes, il vous paraîtra effectivement défrisé, aussi bien que si vous l'aviez fait avec l'air du séchoir. Mais passé ces 2 ou 3 minutes, les liaisons hydrogènes reprendront leur droit et le poil reprendra la forme qu'il avait dans la cage de séchage. Le défrisage n'est pas réussi. Notons que ce phénomène a un caractère réversible. Peu à peu, les liaisons créées artificiellement au moment de l'évaporation vont laisser leur place à de nouvelles liaisons qui se reforment dans le sens longitudinal et le poil finira par reprendre une forme
et une longueur initiale correspondant à la configuration stable des chaînes polypeptidiques. Expliquons cela clairement. Lorsque le poil sèche, il garde la position qu'il avait au moment où l'eau s'est évaporée. Il garde cette formation, cette position, pendant une durée qui peut varier de 24 heures à 4 jours. Et puis peu à peu, les liaisons artificielles qui se sont créées à ce moment-là vont disparaître pour laisser la place à des liaisons naturelles conformes à la configuration des chaînes polypeptidiques, et le poil reprendra une forme naturelle. Apparemment, le brushing sera donc perdu. Cependant, ce que je viens de dire n'est pas absolument exact. En effet, et bien qu'il n'y ait pas réellement d'explication logique à cela, on constate par expérience que des brushings répétés de manière régulière finissent par donner au pelage des formes qu'il a de plus en plus tendance à conserver. C'est-à-dire que si vous donnez tout le temps à un cheveu ou un pelage des formes par brushing, il finit par avoir des positions naturelles conformes à ces formes que vous donnez par le brushing. Enfin, et contrairement à ce que l'intuition pourrait faire croire, la chaleur à laquelle est soumise la kératine au moment de l'évaporation ne peut pas avoir d'influence sur la constitution des liaisons hydrogènes, et n'a donc pas d'influence sur la qualité finale du brushing. Contrairement à l'intuition, le fait de soumettre la kératine à un certain niveau de chaleur au moment de l'évaporation n'a aucun rôle sur la constitution de la liaison hydrogène, n'a donc aucun rôle sur la qualité d'un brushing. Ce qui compte, c'est seulement la forme du cheveu au moment de l'évaporation. La température n'entre pas en compte dans ce phénomène. Un air chaud n'aurait qu'un seul effet, c'est celui d'assécher le cortex si les écailles de la cuticule ne se sont pas resserrées, ou encore de faire éclater la cuticule si les écailles se sont resserrées et que l'air trop chaud fait gonfler le cortex. Sachez aussi que c'est en agissant sur d'autres liaisons, et notamment sur les liaisons intercaténaires, notamment les poncystines, que l'on réalise les permanentes, qui permettent de donner aux cheveux une forme qu'ils n'auraient pas naturellement, ou les défrisages, qui permettent là aussi de donner à des cheveux naturellement frisés une forme non frisée. Comment est-ce que ce phénomène s'explique? Eh bien, cela revient à briser les poncystines, qui donnent aux cheveux une certaine forme, pour leur imposer d'autres liaisons qui donneront aux cheveux la forme que nous recherchons. Le problème, c'est que ces liaisons, et notamment la liaison cystine, est beaucoup plus résistante que la liaison hydrogène. Pour détruire la liaison hydrogène, il suffit de mouiller le cheveu. Mais pour détruire des liaisons intercaténaires, il faut mettre en œuvre des mécanismes chimiques. C'est-à-dire qu'il faudra intervenir par des processus chimiques. Et vous vous doutez bien que dans ce cas-là, les nuisances que l'on peut produire sur le cheveu ou sur le poil peuvent être beaucoup plus importantes que dans le cas précédent. Sachez ensuite que ces liaisons ne se reconstitueront pas. Par chance, la tentation d'utiliser de tels procédés sur les animaux ne semble pas, ou pas encore, avoir effleuré le monde du toilettage. Et voilà qui est la conclusion de notre cours sur la kératine. Je vous remercie de votre attention.